Bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel entretien de 30 minutes avec. 30 minutes avec est une émission qui parle de sujets d'actualité pour le continent africain. On discute avec des chercheurs, des chercheuses, des décideurs publics, des artistes sur des questions d'actualité, encore une fois, en sciences sociales et sciences humaines. Donc aujourd'hui, nous avons une invitée de marque qui n'est plus à présenter. Fatoumata Anne, bonjour. Bonjour Rama. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. C'est un vrai honneur pour moi de participer à cette conversation. Merci beaucoup. Donc, pour ceux et celles qui nous suivent et qui ne connaissent pas Fatoumata, il faudrait dire professeur, car Fatoumata est socio-anthropologue, enseignante, chercheuse au département de sociologie de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Elle en a été d'ailleurs une chef de département à un moment donné. Oui. Alors, Fatoumata, votre recherche porte sur les politiques publiques et la gouvernance sanitaire, plus particulièrement sur l'action publique sanitaire. Alors, vous allez bien nous aider à un peu élucider ces termes qui, pour le Sénégalais lambda, sont un peu cryptiques. Oui. Donc, vous allez nous aider à définir de quoi et sur quoi porte l'action publique sanitaire. Vous travaillez depuis plus d'une décennie sur les instruments et dispositifs de politique publique sanitaire tels que la couverture sanitaire universelle, la CSU, et le financement basé sur les résultats. Vous avez aussi travaillé sur les soins pédiatriques. Et cette riche production intellectuelle a donné naissance à un ouvrage collectif publié d'ailleurs par Kartala il y a quelques années. Mais Fatoumata ne s'en tient pas seulement à la production intellectuelle traditionnelle, elle fait aussi appel aux médias visuels. Donc elle a produit un film, plusieurs films, seulement le dernier s'intitule Remède, qui porte sur votre implication avec les organisations féminines dans les processus de paix, surtout dans les processus de paix en Casamance. Il y a aussi d'autres casquettes que Fatoumata a portées. Vous avez aussi été la directrice de l'ISEP de Bignona, qui est l'Institut supérieur d'enseignement de Bignona. Professionnel. L'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Alors, comme on dit, tout le monde est de terre. Ninata. Donc, Fatoumata Anne, si vous deviez vous décrire, comment arrive-t-on à devenir chef de département d'une université aussi prestigieuse que l'université Assane Seck de Ziguinchor? Comment arrive-t-on à devenir directrice de l'ISEP de Bignona? Parlez-nous de votre parcours. Alors, je pense que à la fois c'est un concours de circonstances, de longues études, et peut-être des hasards de la vie qui font que je me suis retrouvée à Ziguinchor, dans cette région où je suis arrivée en 2008 pour la première fois, et où j'ai été recrutée en 2010 à l'université Assane Seck de Ziguinchor, au département de sociologie, vous l'avez dit, après une thèse de doctorat soutenue en France à l'EHESS à Marseille. La prestigieuse école des hautes études en sciences sociales. Donc bravo pour ça. Merci. Et après 2 post-doc aussi, donc des recherches postdoctorales sur toujours la santé, parce que je suis anthropologue de la santé. Et donc je rejoins donc le département de sociologie de Ziguinchor. On était alors 3 collègues à l'époque, et donc voilà, au fil des années, donc à partir en 2014, j'ai été recrutée en 2010, et en 2014 j'ai été nommée chef de département de sociologie, poste que j'ai occupé pendant 2 ans. Le mandat était de 3 ans, mais j'ai dû arrêter en fait ce poste. J'ai dû renoncer à finir mon mandat à la faveur justement de ma nomination comme la première directrice de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel. Alors je pense que ça c'est important, la première directrice de cet institut. Oui. Qu'est-ce que cela vous a fait d'avoir été nommée, choisie
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accueilli à bras ouverts? Comment avez-vous réagi à cette nomination? Alors, je dirais que d'abord, j'ai été la première femme chef de département de sociologie à Ziguinchor et même si je ne m'abuse au Sénégal, hein, les autres départements de sociaux, les femmes n'étaient pas encore chefs de département. Et mais en fait, l'ISEP c'était l'aventure parce qu'en fait il fallait monter vraiment de toutes pièces, créer cet institut pour le compte du ministère de l'enseignement supérieur, donc pour le pays tout simplement. Exactement. Parce que justement il fallait après le bac décider d'orienter des personnes, les jeunes étudiants, pardon, les jeunes bacheliers dans la formation professionnelle. Et donc, c'était un enjeu de taille parce que, justement, les autres ISEP étaient, les directeurs des autres ISEP étaient des scientifiques. Je dis des scientifiques en mettant des guillemets parce que, justement, on considère que les sciences sociales ne sont pas des vraies sciences. Ce qui est totalement faux. Et donc, du coup, je me retrouve à devoir monter cet institut. Et pour moi, je me suis dit, mais vu le contexte de la région, l'une des clés pour que ça marche, c'est d'abord d'avoir une approche inclusive. Et donc, je me retrouve à aller voir toutes les parties prenantes, tous les acteurs que je pensais importants pour pouvoir à la fois penser les curricula, mais même aller négocier des espaces pour qu'on ait un terrain où construire cet institut. Et c'était vraiment très nouveau pour moi. C'était la tabula rasa. Exactement. Donc, à partir de rien. À partir de rien. Voilà. Mais c'est quelque chose qui a dû vous passionner. Mais car en tant que spécialiste des politiques publiques, de l'action publique, vous aviez là un moyen de vraiment mettre le contenu, de conceptualiser, mais aussi de réaliser, implémenter le contenu. Tout à fait. Et surtout, en fait, de le penser avec des personnes au niveau local. Le mandat, c'était, oui, il va falloir développer des formations en lien avec les potentialités socio-économiques de la région. Maintenant, comment ça va se faire? Avec qui vous allez le faire? Et tout ça, c'était vraiment exaltant. C'était passionnant, c'était épuisant parce qu'en même temps que j'étais à Bignona est distant de Ziguinchor de 25 km, j'avais toujours mon poste, j'avais lâché le département, mais j'avais quand même mon poste d'enseignant-chercheur. Donc du coup, voilà, j'étais enseignante-chercheur et directrice de l'ISEP de Bignona, je faisais pas mal d'allers-retours. On a pu faire quand même des choses extraordinaires avec les personnes qui nous accompagnaient, mais à un moment, j'ai dû, au bout de 4 ans, démissionner parce que justement, il y a eu des problèmes de gouvernance. Enfin, gouvernance. J'étais plus... pour moi, en fait, ce pourquoi je me battais était en train d'être galvaudé. Et du coup, j'ai dû renoncer, j'ai démissionné et j'ai gardé. Alors, cette démission a été accueillie, mais vraiment d'une manière très triste, par les femmes avec lesquelles vous travaillez. Donc, pas seulement les femmes d'ailleurs. En fait, parce que on s'était retrouvés pendant des années, je veux dire pendant 1 an ou 2, mais tous les week-ends ou tous les 15 jours, il y avait des acteurs de différents secteurs, de l'agroforesterie, de la transformation agro-industrielle, des métiers de l'environnement, etc., qui se retrouvaient et qui nous aidaient à construire les curricula de formation, à penser les curricula, à mettre du contenu, mais qui en avaient fait leur affaire de cette ISEP. Et donc, oui, quand j'ai démissionné, il y a eu de l'incompréhension et donc de ces personnes qui se disaient pourquoi, peut-être qu'on lui a proposé autre chose, mais qu'est-ce qui se passe? On m'a même dit, mais tu aurais pu nous dire qu'il y avait ces problèmes-là et nous, on aurait fait quelque chose. Et ça, c'était impressionnant. Après, vous avez parlé des femmes. Je disais que l'une de mes... c'est même pas de la satisfaction, mais... réalisation.
est-ce que c'est réalisation? Mais en fait, je sais pas, c'est comment je le qualifierais, mais ce qui me rend, on va dire, fière, ou en tout cas qui me fait du bien quand je suis en Casamance, c'est que toutes ces femmes qui me considèrent comme étant une fille de la région, alors que dans mon espace de travail professionnel, quand je suis arrivée, on m'a dit que je n'étais pas de là. Et donc, pour moi, c'est au-delà de la reconnaissance, c'est vraiment une sorte d'adoption en fait, parce que à chaque fois que j'ai quelque chose, mais elle célèbre ça avec une vraie fierté. Quand j'ai été nommée à l'ISEP de Bignona, c'était le cas. Récemment, vous savez, Trust Africa nomine des femmes comme géantes invisibles, et donc du coup j'ai fait partie de ça. Mais les messages que j'ai reçus de ces organisations de femmes dont je fais partie me réconfortent dans l'idée que qu'en fait on n'a pas besoin de se mettre des barrières, des frontières. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours été réfractaire à l'assignation identitaire. Exactement. Et donc, y être confrontée a été très violent pour moi. Et donc, voilà, dans cet univers-là, quand je dis cet univers hors université, alors que j'étais partie pour l'université en partie, et que je sois accueillie comme ça, ça me fait quelque chose. Justement, pour celles et ceux qui nous suivent, vous avez été membre de la plateforme des femmes pour la paix. Je suis toujours membre. Et vous êtes toujours membre. Donc, il est important de le préciser. Tout à fait. Parce que ceux et celles qui vous connaissent en tant qu'universitaire doivent aussi savoir que vous êtes engagé, mais activement dans la vie de la communauté aussi. Ça, tout à fait. Alors, vous avez parlé d'un sujet. Oui. Parce qu'en fait, mon engagement militant quand même date de l'université. Gaston Berger, où j'ai été présidente du club de sociologie. Enfin, voilà, j'ai milité longtemps aussi dans la société civile, notamment au Forum civil. Et donc, voilà. Mais j'ai un vrai souci avec l'injustice, avec le... Et vous avez aussi été secrétaire général du SAES. Oui, j'ai été secrétaire générale du SAES à Ziguinchor. Et donc, voilà, enfin, et j'ai beaucoup participé aussi à des rencontres au niveau national, au niveau du bureau national, et à des moments assez compliqués d'ailleurs, où il fallait mettre en place des réformes de l'enseignement supérieur. Et voilà, c'était assez tendu. Merci Fatoumata. Alors, en passant, vous avez évoqué le sujet de la violence institutionnelle et symbolique auquel les femmes font face dans les universités. Alors, je voudrais qu'on en fasse aujourd'hui un des thèmes principaux de cette conversation, parce que je pense que c'est quelque chose qui est un non-dit, un sujet tabou. Vous avez parlé d'impensé même. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, de cette violence, comment vous l'avez vécue, comment, à vous entendre, vous avez pu créer des espaces en dehors de l'université de sororité et pour vraiment compenser et faire face à cette violence-là? Alors, au début, Rama, vous disiez que on parlerait de thématiques d'actualité. Et effectivement, c'est une thématique très actuelle, mais dont on parle très peu. C'est comme si c'était un secret, mais bien visible. Exactement. Et vous voyez le paradoxe, parce que vous avez suivi il y a quelques semaines, on a dû co-signer, contribuer à une tribune en faveur de notre collègue, la professeure Nadine Machuku, qui est la seule femme agrégée, prof titulaire agrégée de l'espace CAMES. Exactement, oui. Qui a présidé un jour du CAMES et qui fait l'objet de campagnes de dénigrement, mais abjecte et d'une violence inouïe. Mais le cas de Nadine n'est pas un cas isolé. Le cas de Nadine est un cas dont on parle parce que d'autres femmes se sont mobilisées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. C'est en fait de partir de ma propre expérience, de mon vécu, pour dire,
pour en fait pointer ou lever un point du voile sur ces formes de violence institutionnelles, symboliques, qui sont invisibles, invisibilisées et même inaudibles. Parce que quand on le dit, mais au fond, c'est tellement... c'est minimisé, c'est pas possible. Exactement. Ça ne peut pas arriver dans un espace universitaire. Surtout à certaines personnes. Surtout à certaines personnes. Dessus, voilà. Exactement. Et donc, alors que, ben non, vous avez parlé de mon engagement syndical et c'est vrai que j'ai vécu comme une violence le fait que c'est à ce moment précis que ma vie privée a été scrutée. Ça intéressait tout le monde. Et on se dit, mais si elle est aussi engagée, c'est bien parce qu'elle n'a rien d'autre à faire. Elle doit être Et justement, ce n'est que pour les femmes qu'on s'intéresse à l'articulation vie privée du public. Tout à ce n'est pas une question qu'on pose aux hommes décideurs politiques, par exemple. C'est ça. Aux hommes leaders, on ne leur pose pas comment vous articulez votre vie privée, votre vie professionnelle. Et le pire, c'est que il y a très peu de femmes à ces niveaux de syndicalisme. Et donc, ce niveau d'engagement devrait être... Et vous voyez la manière dont les syndicats sont organisés. C'est comme les espaces universitaires aussi, les milieux politiques qui sont des bastions masculins avec des formes d'organisation qui peuvent exclure les femmes. Et donc là, je m'entends dire que une femme ne doit pas avoir ce niveau d'engagement. Mais vous avez aussi utilisé un autre terme, vous avez parlé d'inaudibilité. Oui. Parlant de ce texte. Pourquoi cette violence est-elle inaudible alors qu'elle est tant visible et vécue intérieurement par les femmes? Elle est inaudible parce que elle n'est pas exprimée et elle n'est pas reconnue comme souffrance. Elle n'est pas exprimée par les femmes parce que pour certains c'est normal qu'elles soient maltraitées, qu'elles soient harcelées moralement et même parfois sexuellement, physiquement, enfin voilà, psychologiquement. Ça, il n'y a pas de, vous voyez, et donc cette intériorisation de cette violence la rend inaudible et invisible. On ne l'exprime pas. Et quand on ose l'exprimer, là aussi, c'est comme, il y a à la fois, comment dirais-je, le fait de ne pas être cru, la question de la victime, oui, mais vous exagérez, vous amplifiez les choses, etc. Ça ne s'est pas passé forcément comme ça, la contestation. Victim blaming, on blâme la victime. Exactement, on blâme la victime. Et on lui demande d'apporter la preuve de ce qu'elle avance. Et que donc, voilà. Et pourtant, et surtout, quand je disais que c'était inaudible, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de dispositif d'accompagnement, parce que malheureusement, j'ai l'impression que les droits des femmes, les politiques en faveur des femmes évoluent, reculent par moments, mais de manière très parallèle avec ce qui se passe dans le monde universitaire. C'est-à-dire que tu vas avoir des femmes qui vont être juristes, qui vont porter des combats sur les droits des femmes. Mais quand elles sont à l'intérieur de l'université, cette question n'existe pas. C'est comme si on avait différentes catégories de femmes et qui ne seraient pas engagées, ou en tout cas qui ne seraient pas concernées par les mêmes droits. C'est pour ça que je dis, par exemple, la question des violences basées sur le genre, c'est pas à penser dans les universités. Ça commence de manière très, très timide. C'est pensé comme un objet d'étude, mais pas un objet qui concerne les universitaires eux-mêmes. Et justement, c'est l'objet de votre prochain monographe, qui s'intitule provisoirement Être femme dans les universités africaines. Alors vous avez été à l'université africaine, vous y avez fait votre expérience. Alors, qu'est-ce que vous direz aux jeunes chercheuses aujourd'hui? Mais je pense, vous l'avez dit en passant, vous avez été la première femme chef de département de sociologie, la première femme chef de l'ISEP. Donc, je pense qu'il s'agit là de Bignona, qu'il s'agit là aussi d'un aveu que de 1950 à 2024, il n'y avait pas de femmes à ce niveau de responsabilité-là.
En tout cas, au rectorat. À la faculté de médecine. Oui. Et de toute façon, dans tout le Sénégal, il a fallu attendre 2016, si je ne m'abuse, pour que l'on ait une première femme rectrice. C'est la professeure Salimata Diagne qui a été la première femme rectrice au Sénégal, donc rectrice de l'université de Thiès. Donc c'est parlant par rapport au fait que ce n'est pas audible, que c'est invisibiliser peut-être l'absence des femmes à ces instances de décision fait aussi que ce sont des institutions profondément mal. Tout à fait. Et donc, prendre la parole risque en fait d'exposer davantage celles qui décident de prendre la parole. C'est tellement vrai ce que vous dites, Rama, parce qu'en fait, plus on monte en grade, moins on voit de femmes. Ça, c'est un fait. C'est connu. Mais même quand on regarde les proportions, dans toutes les universités, le nombre de femmes universitaires tourne autour de 10 à 13%. 10 à 13%. Et quand on regarde les jeunes filles, on se dit, ben d'accord, il y a quand même des efforts, mais à un moment, dans les recrutements, je parle bien des profs, les effectifs de femmes ne dépassent rarement cela. Et quand on regarde chez les profs assimilés, profs titulaires, il y a encore moins de femmes. Et ça, c'est vraiment révélateur. Moi, je me dis, parce que souvent, quand on questionne cela, le fait qu'il y a très peu de femmes à ces niveaux de responsabilité, ou en tout cas à ces grades importants, on va dire oui, non, mais c'est justement parce qu'elles doivent s'occuper des charges sociales, etc. Alors, je me dis, non, enfin, je pense que ce n'est pas que ça, parce que on a quand même, les femmes ont les moyens et les ressources pour pouvoir prendre en charge et supporter. Les femmes qui sont à ce niveau-là. Oui. En ont les moyens. En ont les moyens, effectivement. Mais par contre, il y a quelque chose auquel elles ne savent pas faire face. Ce sont ces formes de violence où quand tu es devant, tu t'exposes et donc tu t'exposes à la critique, tu t'exposes à tout. Et donc il faut même par moment développer ce qu'on va appeler, je déteste ce terme, mais je vais l'utiliser quand même, cette histoire de leadership masculin. Parce que quand j'utilise ce terme de leadership masculin parce que en fait, par moment, on te dit, mais on te rappelle que tu es une femme et que tu ne dois pas parler comme ça. Et c'est la confrontation entre ce que doit être une femme et ce que doit être un universitaire. Parce que là, je dis, universitaire, c'est un universitaire, soit un homme ou une femme. Et donc, avec cette liberté d'esprit, être un intellectuel, tout simplement, adresser des questions, penser des choses et tout ça. Mais il ne faut pas parler très fort, il ne faut pas avoir la grande gueule, excusez-moi. Et donc, du coup, justement, on passe pour des personnes, disons, qui ont des grandes gueules de toute façon, et donc, alors qu'on le passe pour des hommes. Et parce que l'idéal type de l'intellectuel ou de l'universitaire est d'un idéal type masculin. Exactement, c'est ça, tout à fait. Exactement. Alors, dans cet ouvrage-là, sur lequel vous travaillez, je pense que c'est un thème qui est très, très, très important. Et vous avez dit que ce n'est pas, que c'est un impensé, au-delà de l'invisibilisation, c'est ancré dans la culture universitaire. Donc, vous avez pu quand même dépasser, ou en tout cas surmonter, je pense que c'est un terme plus adapté, surmonter tous ces écueils-là, afin de pouvoir vraiment peut-être aussi encadrer les plus jeunes. Je pense que la formation, l'accompagnement, le mentorat est quelque chose qui est central dans votre action, en dehors de l'université. J'ai réussi à l'inscrire quand même à l'intérieur de l'université parce que en marge des jours d'activisme, j'ai j'ai organisé une flash mob pour alerter sur les violences sexuelles et sexistes dans les universités et notamment. Comment est-ce que ça a été accueilli? Alors, dans un premier temps, de manière très négative, qu'est-ce qu'elle va nous faire encore des histoires sur des choses? Oui, elle veut dénoncer des gens. Est-ce qu'elle sait quelque chose? Voilà. Donc, et finalement, ça a donné lieu à rien. Enfin, voilà, les gens étaient plus ou moins conscients. Il y a eu des messages de sensibilisation. Il y avait un engagement de l'administration de mettre en place un centre d'écoute, etc. Mais finalement, ça a été étouffé parce que ça voudrait dire qu'on va dévoiler certains secrets. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est que
ce sont les étudiants et les organisations de femmes que j'avais invitées à cette manifestation qui ont repris la chose. Et donc, chaque année, Ousso Foral organise au sein de l'université, avec les étudiants, comment dirais-je, des activités de sensibilisation, de la formation sur le genre, et aussi bien les garçons et les filles sont vraiment hyper intéressés, et ça c'était, je dis bon, finalement on m'avait bien critiqué, mais quand je vois au bout de quelques années que ça prend, je me dis bon, voilà, ce sont des petites graines comme ça qu'il faut semer sans rien en attendre, et puis voilà, quand ça prend, mais voilà. Merci beaucoup Fatoumata. Alors, face à ces violences-là, qu'est-ce qu'on fait? Non pas seulement la victime, mais l'université elle-même, la société en tant que telle. Quelles solutions préconisez-vous? Quelles actions prioritaires doivent être mises en place? Alors, pour le moment, l'université ne fait rien, en tout cas à Ziguinchor. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'abord que l'on reconnaisse que les universités sont aussi des prolongements, des espaces qui appartiennent à nos univers sociaux, et que il se passe dans ces espaces-là la même chose que ce qu'il y a dans le monde, et que c'est pas la tour d'ivoire fermée sur elle-même, etc., etc. Et donc, de la même manière qu'on va adresser ces questions en milieu scolaire, au sein des familles, dans les espaces publics, on doit pouvoir le faire à l'université. C'est-à-dire, à la fois, et surtout, je me dis, mais on doit être les mieux outillés, en tout cas, pour au moins mettre en place des systèmes d'alerte précoce. Le fait aussi qu'on le reconnaisse comme une vraie problématique et qu'on l'adresse. C'est-à-dire que les victimes osent en parler, que ceux qui souffrent de violence ceux qui sont victimes, de violence, puissent en parler, et qu'on puisse les entendre et les accompagner et trouver de vraies réponses. Mais ça passe aussi par la création d'un environnement safe et serein, ce que n'est pas nos universités, que ce soit à Ziguinchor ou ailleurs. Autant pour les enseignants que pour les enseignants que pour les étudiantes, parce que ce sont des environnements qui sont, on va dire, patriarcaux aussi. Patriarcaux, parce que oui, éminemment d'ailleurs, parce que voilà, c'était pas pensé pour les filles et pour les femmes, et donc et ça reste, les traces et les survivances, les résistances sont encore réelles par rapport à la volonté de changer, et donc du coup voilà, il est important que l'on ait des dispositifs pour accompagner. Et quelquefois, le pire, je dis le pire parce que quand il y a des cas et que c'est dénoncé, malheureusement, les hommes font fort. Ils vont bloquer. Voilà, ils vont pas dénoncer alors qu'ils peuvent être au courant, etc. Mais voilà, et quand on parle de solidarité féminine, elle n'opère pas dans ces cas-là, parce que justement, elle est, ah oui, mais elle, de toute façon, elle parle plus. Qu'est-ce qu'elle allait faire? On retrouve les mêmes discours qu'ailleurs, et ce qui n'est pas normal. Voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crois qu'il y a quelque chose de fort, de puissant, d'inspirant dans le fait que vous, en tant que socio-anthropologue, vous utilisiez l'auto-ethnographie. Oui. Donc, partir de votre cas à vous-même. Exactement. Pour pouvoir en parler, et peut-être que cela trouvera un écho à d'autres. Donc, dans votre recherche, vous utilisez beaucoup les méthodes participatives pour rendre la recherche plus inclusive. En tant que socio-anthropologue travaillant sur l'action publique sanitaire, est-ce que vous pouvez nous parler de votre recherche du moment et des méthodes participatives que vous utilisez? Alors, en ce moment, comme je l'ai dit, je travaille sur les instruments, en fait, sur les politiques publiques. Et quand on parle de politique publique, elles répondent à des besoins, à des demandes. Et donc, pour répondre en fait à une priorité, quel que soit le domaine, ça peut être la question de la santé, la question de l'éducation et tout ça. Et aujourd'hui, c'est vrai, pour avoir travaillé, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur les questions de santé, mais en ce moment, je m'interroge en regardant justement, en interrogeant la mise en œuvre de certaines politiques publiques
par exemple à travers leurs instruments et leurs dispositifs, que ce soit la couverture santé universelle, que ce soit le financement basé sur les résultats qui sont pour le cas de la CSU au Sénégal qui est en restructuration, le FBR abandonné, avec tout ce qu'on a mis comme ressources et tout. Je me dis, mais il est peut-être temps aussi de penser à décoloniser la santé. Décoloniser la santé parce que mais décoloniser la science de manière générale. Comment décolonise-t-on la santé au Sénégal? Comment on décolonise la santé au Sénégal? Pour moi, c'est d'abord de penser nos problématiques de santé en fonction des réalités de nos ressources et de nos ressources locales. Parce que, en fait, je dis ça parce que la forte dépendance de nos systèmes de santé au financement extérieur fait que nos priorités, nous ne définissons pas nos priorités de santé. Nous devons faire des arbitrages sur les politiques publiques à mettre en œuvre. Et pour moi, je me dis, mais peut-être que il est important aussi que l'on puisse aussi reconnaître et formaliser les savoirs expérientiels en matière de prise en charge des maladies. Et donc, parce qu'on sait que oui, on va prendre des politiques, on revient sur ce que Jean-Pierre Olivier Sardon appelle les modèles voyageurs, mais on voit très bien que dans les contextes, ça ne marche pas. Et rien que sur la CSU, nous avons pu démontrer avec un collègue, Valérie Ride, dans un papier, que le fait de changer de stratégie dans la CSU, ça a fait perdre au Sénégal 10 ans en termes de prise en charge de la santé des plus pauvres. Et donc, est-ce qu'on va continuer comme ça? Et donc, c'est vrai que je m'inscris en ce moment sur dans ce mouvement sur la décolonisation, à la fois sur ces questions de santé, mais également même dans la démarche sociologique. Parce que quand je dis dans la démarche sociologique, c'est que quand on est je l'interroge à partir des contextes de crise, que ce soit au Sénégal pendant la crise politique, quel a été nos positionnements, nous, en tant que chercheurs. Je travaille avec des collègues du Mali, du Burkina, dont pour certains, la recherche est compromise parce que les financements ne suivent plus du fait d'une question politique. Et donc, dans ce cas-là, tu dis, mais qu'est-ce que le sociologue y fait? Et je m'interroge sur la production sociologique, anthropologique en temps de crise et par là même de l'engagement du chercheur dans des contextes en crise. Donc voilà, on part de l'action publique, mais comment, ou des politiques publiques, mais comment elles peuvent être contrariées parce que tout simplement il y a différentes crises et les crises sont multiformes. Et cette notion de crise, je l'interroge aussi dans le cadre d'un programme avec l'IRD, parce qu'à Ziguinchor, j'ai aussi, avec un collègue, monté un institut de recherche-action qui s'appelle Institut Éducation, Famille, Santé et Genre, et qui est un institut d'université où on travaille vraiment sur ces questions-là qui sont très peu, notamment la question de l'éducation, la question de la famille. On n'a pas de laboratoire qui travaille spécifiquement sur ces questions-là. Et donc, du coup, là, on va développer un programme sur les différentes crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sécuritaires, et comment finalement des familles, comment des institutions comme l'école vont s'adapter ou pas en temps de crise. En temps de crise. Voilà. Donc, il semble que votre recherche cherche à réarticuler des institutions qui souvent ont été pensées de manière désarticulée, en silo, alors que pour résoudre une crise, il faut qu'elles viennent ensemble apporter une solution, disons, connectée. Tout à fait. Alors, Fatoumata, est-ce que vous pouvez nous parler de vos prochains projets? Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur à l'heure actuelle? Alors, les projets qui me tiennent à cœur, c'est déjà essayer de finir mon ouvrage sur les femmes à l'université. Oui. Ça, c'est un projet important. Je pense même pas pour moi seulement, mais pour toutes les femmes dans les universités. Et puis, le prochain défi pour moi,
c'est peut-être d'arriver à ce que l'on institutionnalise et que l'on reconnaisse les formes de violence dans les universités africaines et qu'on ait des dispositifs de prise en charge de ces violences. Et en parlant de violence institutionnelle, vraiment, si vous le permettez, juste un point sur la recherche. Est-ce que vous savez, quand je parle, est-ce que vous savez que les femmes, elles sont moins citées que les hommes? Oui. On a l'impression que, du coup, en voyant cette étude faite par des collègues Sameratou et Draogo et autres là, parus dans le Lancet, je me suis dit, mais en fait, même nous, en tant que femmes, on va dire oui, il faut défendre la sororité, etc., etc., mais on ne se cite pas. Et donc, c'est-à-dire tout simplement que la vérité ou la science serait-elle mâle et peut-être blanche ou mâle seulement? Je pense les deux. Je pense qu'elle est aussi bien mâle que blanche. Donc, et dans le même temps, il y a une collègue, Awino Oket, qui est une politiste qui travaille à l'université SOAS. Elle disait que citation is political. Qui on cite est politique. Et donc, on doit pouvoir dire qui sont dans notre univers, de qui procède-t-on. Et on doit le faire comme un acte politique en tant que femme. Tout à fait. Et venir dans un terrain de recherche, c'est aussi reconnaître et célébrer les personnes avant nous qui ont travaillé sur le sujet. Tout à fait. Célébrer cette généalogie d'intellectuels, et je pense que c'est quelque chose que les féministes africaines maintenant ont décidé de prendre à bas le corps, de dire je procède de Fatoumata, je procède de Awino, je procède, et c'est quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas encore imprégné le milieu féministe francophone. Exactement, je suis d'accord avec vous. C'est comme sur la décolonisation. Je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. On avait fait un édito sur la décolonisation de la santé publique, mais ça a été reçu violemment aussi. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça m'intéresse. Alors, avec quelques collègues, on a fait un édito sur la nécessité de... C'était d'ailleurs des propositions d'action, en fait, pour une nécessaire décolonisation de la santé publique française, notamment. Et on pointe certains exemples à la fois sur le financement des projets de recherche, mais également sur la formation, parce qu'on parle beaucoup de santé mondiale et tout ça. Et quand on a sorti cet édito, les réactions ont été quand même assez violentes. Mais je me disais d'ailleurs que les réactions étaient dans un premier temps, assez épidermiques et que, voilà, et je me suis dit, mais pourquoi? Et ce qui m'avait surpris, c'est que même nous, Africains, francophones, l'Ouest, on était gênés, enfin, quand je dis on, d'autres collègues étaient gênés par ce terme de décolonisation, et tout comme les Français, je dis, mais pourquoi on doit avoir honte d'adresser, ou en tout cas de discuter de la décolonisation? Et donc, voilà, après, on a quand même décidé de poursuivre et de faire un numéro spécial dans la revue Santé publique, où je suis rédactrice adjointe. Et il y a parmi beaucoup de publications, enfin les propositions, on avait reçu un certain nombre de propositions d'articles au début, mais finalement, pas mal se sont retirés. Ah bon? Parce que la question était jugée sensible. Parce que la question est jugée sensible. Pour certains, leurs bailleurs, ou en tout cas leurs institutions leur ont défendu, on leur ont interdit de proposer un article. Donc ce numéro est en train de mincir, parce que tout simplement, des auteurs abandonnent. Et donc du coup, on se dit, c'est quand même quelque chose d'important à analyser. Exactement, et c'est d'autant plus important que l'université est censée être le seul espace où il est interdit d'interdire. Ah oui, non, mais je pense que là, on est plus loin, hein. On n'est plus dans ce, dans ce cadre-là. Oui, donc il faut dire aussi que certains sujets sont quelque part la chasse gardée, ou bien il s'agit de qui finance quoi en fait. En réalité, qui vous permet, qui vous autorise à parler de quoi? Exactement. Toujours, à l'heure actuelle. Et c'est ce qui est surprenant. En fait, c'est là où tu dis, ah bon, d'accord, il y a des sujets tabous en sciences. Il y a des sujets sensibles en sciences. C'est hallucinant. Alors, je pense que ce dernier sujet est assez parlant, éloquent.
Et Fatoumata, je voulais vous remercier vraiment d'avoir accepté d'avoir cette conversation avec nous. Je pense que cette conversation intéressera aussi bien les jeunes chercheuses que les jeunes aspirants, décideuses publiques, que tout intellectuel en réalité, parce que rien de ce qui est étranger aux chercheurs et aux intellectuels n'est étranger à la société dans son entièreté. Donc, quel serait votre mot de la fin? Alors, le mot de la fin, c'est d'abord un mot de remerciement, parce que je pense que justement ces entretiens et ces conversations sont importants. Pour nous aider à parler autrement de ce que nous faisons. Je le mettrai sous compte ou dans le compte des écritures alternatives pour moi. Venir raconter d'une autre manière la science est important, et donc pour ça je vous remercie d'avoir pensé à moi, même si je me demande encore pourquoi moi. Alors on va essayer de dépasser le syndrome d'imposteur. Pourquoi vous? Parce que vous êtes une femme inspirante, une intellectuelle inspirante. Vous êtes une femme leader dans votre domaine, dans le domaine universitaire. On peine toujours à voir ces quelques figures-là qui sont là, qui résistent, qui continuent de publier intellectuellement, d'exister intellectuellement, malgré tous les coups bas qui ne manquent pas dans la vie universitaire. Et c'est d'autant plus important que vous utilisez l'auto-ethnographie. Je pense que c'est un terme qui a été récemment très remise en question, mais je pense qu'il y a aussi ses mérites, en tout cas pour libérer la parole. Bien sûr. Donc, merci d'être venu parler de violences institutionnelles et symboliques dans les universités africaines contre les femmes. Merci beaucoup, Fatoumata. Merci d'être une inspiration.